mon projet, c'était la réinterprétation et le réenchantement d'un patrimoine d'ouvrages d'art en béton qui est menacé. C'était donc le barrage de Vézins en Normandie qui a malheureusement été démoli l'année dernière. Donc, le barrage a été conçu par l'ingénieur Albert Cacot, qui est l'un des plus illustres du XXe siècle avec son camarade Freycinet. Le projet interprète le barrage à la fois comme une coquille et comme un gisement ou une mine de béton. Donc, coquille parce qu'il souhaite faire habiter cette structure et faire découvrir cette texture. Et un gisement parce qu'il est une ode au réemploi en réinterprétant et réutilisant des fragments de voûte, des débris concassés de béton issus de l'ouvrage, dans le paysage et dans l'ouvrage. Le programme consistait à introduire un programme de récréatif terrestre et un programme de villégiature, donc des hôtels, un bain et un restaurant. Tout ça dans le barrage, mais qui avait une connexion avec le grand paysage. Notre projet, c'est une réhabilitation d'une centrale thermique au charbon à Charleroi en Belgique. Ce thème de la réhabilitation, notamment des centrales thermiques au charbon, nous a intéressés car il est d'actualité. Nombre de centrales thermiques ont cessé leur activité ou vont cesser leur activité pour des raisons de transition énergétique. Au travers de ce projet, on cherche à plus que simplement muséifier cette centrale thermique et cette tour de refroidissement, mais d'apporter une vraie plus-value programmatique. Nous avons aussi pu profiter du contexte et utiliser dans le programme une carrière en activité pour, en lieu de production locale, des éléments préfabriqués en béton. De plus, on a pu profiter quelque part d'une friche industrielle polluée pour implanter un parc qui permet à la fois une dépollution des terres par la phytoextraction et de réduire le bilan carbone. En conclusion, on a utilisé le béton autant comme un élément de support pour le programme que pour la réflexion dans la composition des espaces intérieurs, mais aussi dans l'aspérité des façades extérieures. Mon projet, c'est la maison de santé augmentée, qui est un projet médical qui se situe dans un des quartiers populaires du sud de l'agglomération de Manchester. Donc cette maison de santé, elle s'installe dans un quartier qui est défavorisé au niveau de l'accès aux soins et où le constat médical était désastreux. C'est un édifice qui est médical au départ, mais dans une volonté de prendre la santé dans son état le plus global, c'est-à-dire de répondre au bien-être à la fois physique évidemment, mais aussi mental et social. Ce projet, il est augmenté, il est amélioré avec d'autres programmes dont le but est de favoriser les échanges entre les habitants, de les pousser à pratiquer du sport même dans ce climat capricieux de l'Angleterre, de se retrouver, de discuter, aux associations du quartier de pouvoir organiser des événements festifs, ludiques, éducatifs ou sportifs, et dans le but en fait de prévenir des maladies plutôt que de faire seulement guérir. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le projet de la maison de santé augmentée. Le béton, ça a été un choix qui est venu assez naturellement dès le départ, d'abord pour répondre à des questions forcément techniques, on va dire, et en lien avec le critère économique qui était attaché à ce programme dès le départ. J'ai mis au point un béton de briques pilées qui est inspiré des travaux d'Hervé Baudouin. Cela permet à la fois d'utiliser une ressource locale qui est un déchet. Ça permet aussi de minimiser la place du sable et des graviers dans les bétons. Puis surtout, ça permet à cette nouvelle matière de se fondre beaucoup mieux dans ce décor monochrome de Moss Side. Alors, mon projet, c'était celui de la tour d'Allée. En fait, c'est une expérimentation, une exploration morphologique du béton d'abord, et qui s'accompagne donc naturellement de celle du coffrage et qui a pour but d'arriver à proposer un nouveau modèle de tour résidentielle à haute densité d'habitation dans le contexte urbain de Hong Kong. Et à partir d'un élément générique et génératif du projet qui est l'élément structurel de la dalle, dont on a voulu proposer une nouvelle typologie en la sortant de sa caractéristique planaire conventionnelle.
Et donc nous, on voulait proposer une alternative à la définition de la tour résidentielle dans ce contexte-là, en proposant donc une sorte de flexibilité dans le passage d'un type de programme à un autre, et aussi en offrant une variété d'espaces au sein de cette tour. Mon projet s'intitule La Maison de la Pierre et il s'inscrit dans le territoire poitevin. Il se présente sous la forme d'un passage urbain public dans Poitiers. C'est un projet qui tente de transformer des espaces marginaux de la ville, oubliés et peu considérés, en révélant la poésie contenue en eux et leur caractère. Et c'est un projet qui s'intéresse à la valorisation du cordon rocheux ouest de la ville de Poitiers et qui propose une architecture souterraine qui valorise la culture de la pierre et les différents usages de ce matériau à travers notre histoire. L'usage du béton intervient en rapport à cette matérialité de la roche et crée une tension et une force à travers le parcours architectural entre une architecture contemporaine de béton lisse et d'une architecture rigoureuse et de l'archaïsme minéral et aléatoire de la roche. Ce projet pose plusieurs paradoxes. Il pose la question de la pérennité de l'architecture aujourd'hui, mais également du rapport du local, du territorial et de l'universel à travers des questions touchant l'humanité, et également la poésie qui sont contenues dans des lieux marginaux et parfois peu considérés. Alors, mon projet se nomme La Maison sur le lac. Le premier semestre à l'école en fait, m'a permis d'aborder le contexte de la ville de Côme avec un intérêt particulier porté sur la Casa del Fascio de Giuseppe Terrani. Et donc c'est la richesse en fait des rapports entre le lac et ses rives qui ont été décisifs pour moi pour choisir une implantation jouant sur cette relation lac-montagne. Et la première idée était en fait de se coller à la topographie par l'application d'une grille, laissant espérer une certaine organicité dans le projet, à savoir manier le rapport lac-montagne dans une architecture plus radicale à l'échelle du territoire. L'idée d'un hôtel, effectivement, c'est pour moi un lieu un peu de fantasme qui me renvoie à des sentiments assez personnels. L'idée, c'était surtout donc de dévoiler la roche là où le projet vient se poser, pour avoir une relation roche-béton qui peut être particulièrement intéressante avec des nuances de gris, où finalement on parle quand même dans les deux cas d'une matière. Une chose aussi importante, c'était de faire passer le plus de lumière possible jusqu'à la falaise. Et en fait, la composition de la trame, donc la grille que j'ai utilisée, est un rectangle de 4,20 m par 3,80 m. Et on retrouve dans la façade la composition du plan et de la coupe. Et enfin, cette grille suspendue donc, entre la falaise et le lac vient s'ancrer dans le sol avec des voiles portiques béton. Et elle est contreventée par un noyau vertical qui dessert le projet depuis le lac jusqu'à la terrasse au dernier niveau. Et enfin, dans ses extrémités, elle vient s'ancrer aussi dans le terrain naturel. Le projet, il s'intitule Architecture de l'Anvers, le promontoire des Carmélites. Donc c'est un projet qui se concentrait sur le site des Carmélites à Poitiers. Donc c'est un site qui est très emblématique de la façade poitevine lors de l'arrivée notamment en train, puisqu'il fait face à la vallée du Rail. Et c'est un site qui est logé sur un promontoire historique. Et en fait, mon projet, il s'insinue vraiment dans l'envers, justement, dans la face cachée du site pour venir pérenniser les masses émergentes. Et donc le béton, là-dedans, du coup, il vient me permettre finalement de prolonger ce travail de la masse, de venir essayer de réutiliser le promontoire calcaire de Poitiers et l'ancien bâtiment pour venir régénérer le site. L'idée, c'était vraiment de venir utiliser aussi la forme du site des Carmélites, qui est très institutionnel finalement, pour venir implanter un programme qui est majoritairement universitaire, donc c'est l'École européenne supérieure de l'image, pour finalement offrir un outil attractif à la ville qui permette de diffuser la culture universitaire et artistique propre à cette école et également de l'ouvrir à un public beaucoup plus grand et donc du coup de s'en servir pour finalement liaisonner les deux territoires. Notre projet se nomme la Citadelle d'apprentissage, un centre socio-éducatif dans la cité Grand Parc à Bordeaux. Nous sommes partis du thème de l'éducation parce qu'il nous a semblé qu'en France aujourd'hui l'éducation était en perte de vitesse et qui a laissé de côté toute une frange de la population, notamment les classes les plus pauvres,
et qui nous a semblé nécessaire et essentiel d'agir sur cette catégorie de population. Donc c'est un projet qu'on pourrait un petit peu résumer à des plateaux libres appropriables, où on a défini certaines fonctions, mais aussi où il y a des endroits où les espaces ne sont pas encore définis, et ça sera à définir avec les habitants du quartier, selon leurs aspirations. Le programme, il se compose surtout autour de 3 notions, la notion de savoir-faire manuel, savoir-faire intellectuel et les savoir-faire sportifs. C'est un projet qu'on a voulu ouvert sur le quartier, et donc qui se caractérise par un projet en béton, une ossature en béton, durable et solide. Le béton, par ses caractéristiques techniques, sa capacité à absorber les coups, les chocs, était propice pour ce programme-là. C'était aussi une manière de remettre au goût ce matériau, montrer que ces formes planes, hermétiques, peuvent se traduire aujourd'hui par des espaces et des formes beaucoup plus perméables et esthétiques et aériennes. J'ai choisi ce sujet et ce site en résonance à une actualité espagnole. Fin 2018, les députés votent l'exhumation du dictateur Franco hors de El Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos, c'est un mausolée qui abrite donc aujourd'hui le dictateur et 30 000 dépouilles de combattants nationalistes, donc le camp du dictateur, qui sont tombés au combat pendant la guerre civile. La problématique de mon projet, ça a été de se demander que faire d'un tel lieu qui ne peut, à mon sens, rester tel quel. Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on transforme? Ou est-ce qu'on oublie ce qui s'est passé? Donc, mon projet, en fait, est constitué de différentes interventions qui viennent prendre place dans le site d'El Valle de los Caídos. L'ambition est d'amener le visiteur à se questionner sur ce lieu d'El Valle de los Caídos, sur la guerre civile et sur la dictature en général. J'ai voulu garder le site existant comme une sorte de témoin, une sorte de mémoire vivante, mais les interventions architecturales viennent à des positions très stratégiques, comme une sorte d'acupuncture, mettre en lumière et mettre en évidence certains symboles qui méritent d'être expliqués ou mis en lumière. Toutes mes interventions sont en béton, un béton gris très lisse qui a été coulé en place dans des banches qui sont huilées. La volonté d'avoir une finition lisse, c'était de symboliser la paix dans cet ensemble qui est très lourd. Alors notre projet, il propose une vision théorique pour un développement urbain à la campagne. Le projet, il s'installe à Val-de-Reuil, qui est une ville en Normandie, à 4 km de la Seine, et qui est une des dernières villes nouvelles françaises dessinée dans les années 70 par les ateliers de Montrouge. Cette ville, elle est établie sur un plan en gris, avec des îlots construits et des rues qui distribuent ces îlots. Pour ce projet, en fait, on souhaitait continuer la vision de l'atelier Montrouge, c'est-à-dire prolonger le plan en grille orthogonal qui organise la ville et l'étendre jusqu'à la Seine. On a commencé par inverser le rapport de la grille, c'est-à-dire on inverse le rapport bâti-non bâti et on libère les cœurs d'îlots pour vraiment magnifier le cadre de vie et magnifier le cadre de vue. Pour s'accorder avec son environnement, on a essayé de faire en sorte que le projet soit un nuancier qui opère une transition colorimétrique entre le gris de la ville et la blancheur des falaises calcaires. Pour cela, en fait, on a joué sur les différentes méthodes de mise en œuvre du béton et son large éventail. Et on a découvert vraiment une multitude de possibilités qui reflétaient parfaitement la multiplicité des usages de notre projet. Donc en fin de compte, c'est un projet qui cherche une forme de symbiose entre l'expression architecturale, l'expression théorique, si je peux dire, et puis le béton, le paysage et les usages.